Ce podcast inclut du contenu créé à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations fournies ne constituent pas des conseils financiers, d'investissement ou juridiques. Vous êtes invité à vérifier les informations de manière indépendante et à consulter des professionnels qualifiés pour des conseils personnalisés. Bienvenue au Luxembourg Funcast. Ce podcast, produit par Bertrand Mariot, avocat à la Cour, a pour mission de vous apporter une information claire, libre et rigoureuse sur la réglementation financière et les fonds d'investissement au Luxembourg. Nos analyses sont issues de références officielles affinées par un prompt and context engineering sophistiqué. Veuillez noter que cette analyse a été préparée en date du 11 octobre 2025. Aujourd'hui, on se penche sur une évolution législative assez importante ici au Luxembourg. Elle redessine un peu la manière dont les sociétés peuvent bouger au-delà des frontières. Il s'agit de la loi du 17 février 2025. En fait, elle transpose une directive européenne, la directive UU 2019-221. C'est exact, une loi qui est entrée en vigueur le 2 mars 2025. Voilà. Et elle s'applique concrètement aux projets, disons, dont les termes sont publiés depuis le 1er avril de cette année. Alors on pourrait couvrir tout le nouveau cadre, mais ce serait un peu vaste. Oui, peut-être se concentrer sur un point précis. Exactement. On va se focaliser sur un aspect qui intéresse beaucoup le secteur financier luxembourgeois. Comment est traitée la société en commandite spéciale, la fameuse SCSP? Ah, la SCSP. Ce partenariat sans personnalité juridique distincte, très prisé pour les fonds alternatifs, capital investissement, immobilier, dette privée. C'est ça. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle loi change pour elle? Eh bien, le premier point, et il est fondamental, c'est que la loi ne met pas en place un régime unique. Elle crée en fait deux systèmes parallèles pour gérer les fusions, les scissions, les transformations transfrontalières. Deux systèmes. Intéressant. Pouvez-vous nous en dire plus sur le premier, celui qu'on appelle le régime spécial? Qui est concerné? Alors, ce régime spécial, il vise spécifiquement certaines sociétés de capitaux, les plus connues, la société anonyme, la SA, la société à responsabilité limitée, SARL, et la société en commandite par action, la SCA. D'accord. Et qu'est-ce qu'il implique pour elle, ce régime? Disons, assez poussé. Les sociétés concernées doivent suivre une procédure très détaillée. Elles doivent préparer des rapports assez conséquents pour informer les actionnaires, mais aussi les employés, sur toutes les implications de l'opération, conséquences juridiques, économiques, sociales. C'est assez lourd donc. Oui. Et ce n'est pas tout. Le régime introduit aussi des protections renforcées. Par exemple, un actionnaire minoritaire qui n'est pas d'accord avec l'opération, il a un droit de retrait. Il peut demander qu'on lui rachète ses parts. Ah oui. Et pour les créanciers? Eux aussi. S'ils estiment que leurs créances sont menacées par l'opération, ils peuvent demander des garanties supplémentaires à la société. Et puis, un point très important, le rôle du notaire. Le notaire? Oui, on lui confie explicitement une mission de contrôle anti-abus. Il doit vérifier que l'opération n'est pas un montage artificiel pour contourner la loi ou pour des motifs frauduleux. D'accord. Un régime très encadré, très protecteur pour les différentes parties. Mais alors, la SCSP dans tout ça, vous avez dit qu'il y avait deux systèmes. Elle n'est pas dans ce régime spécial? Exactement. Et c'est là toute la subtilité. C'est un choix délibéré du législateur luxembourgeois. Il a choisi de ne pas appliquer ce régime spécial aux sociétés de personnes, et donc notamment à la SCSP. Tiens, ce n'est donc pas un oubli, c'est voulu. Mais pourquoi? Quelle est la logique derrière cette exclusion? La raison est simple, en fait. Elle tient à la nature même de la SCSP. Son succès, son attractivité, surtout pour les fonds alternatifs dont on parlait, ça repose beaucoup sur sa flexibilité, sur la liberté contractuelle qu'elle permet. Vous voulez dire que la rigidité du régime spécial l'aurait handicapé? Précisément. Lui imposer toutes ses procédures, ses rapports standardisés, le droit de retrait obligatoire pour les associés, ça aurait sans doute neutralisé ses avantages, ses atouts qui en font un pilier de l'attractivité de la place luxembourgeoise. C'était, disons, un choix politique pour préserver cet outil. Je vois. On préserve l'agilité de ce véhicule. Mais alors, si la SCSP n'est pas dans le régime spécial, comment fait-elle si elle veut se transformer et partir à l'étranger? Elle suit quelles règles? Elle n'est pas dans un vide juridique, rassurez-vous. Elle reste soumise à ce qu'on appelle maintenant le régime général. Ce régime existait déjà en partie, mais il est maintenant bien clarifié, codifié dans la grande loi de 1915 sur les sociétés commerciales. C'est dans le titre 10, chapitre 6, section 1er. Le régime général. D'accord. Alors, explorons-le. Comment ça marche concrètement pour une SCSP qui voudrait, mettons, se transformer en une structure équivalente dans un autre pays de l'UE? Ce régime général, il s'articule autour de quelques articles importants.
D'abord, l'article 1061-1. Il pose un principe essentiel. Une société luxembourgeoise, comme une SCSP, peut se transformer en une société de droit étranger sans être dissoute. Sans dissolution. C'est important pour la continuité. Crucial. Surtout pour une SCSP qui n'a pas de personnalité juridique propre. Ça garantit la survie du contrat de partenariat, la continuité des actifs, des passifs. Bien sûr, il faut que le droit du pays d'accueil le permette aussi. Logique. Et ensuite ? Ensuite, l'article 1061-2. Il instaure ce qu'on appelle le double contrôle de légalité. En gros, c'est simple. La loi luxembourgeoise et le notaire luxembourgeois contrôlent la sortie. Et la loi et les autorités du pays d'arrivée contrôlent l'entrée. Voilà. Chacun vérifie la conformité selon son propre droit. D'accord. Mais pour la sortie du Luxembourg, qu'est-ce qui détermine comment la SCSP doit procéder ? Quelle est la règle du jeu ? On arrive au cœur du mécanisme pour la SCSP. C'est l'article 103C et sa formulation est clé. Il dit, en substance, que la décision de transformation doit être prise dans les conditions prévues pour une modification du pacte social. Une modification du pacte social. Mais pour une SCSP, le pacte social, c'est ? C'est son contrat de société, le fameux Limited Partnership Agreement, le LPA. Ah, je vois. Donc la loi renvoie directement au contrat signé entre les associés, entre le GP et les LPs. C'est assez remarquable comme approche. Tout à fait. Très orienté liberté contractuelle. Et alors, concrètement, le processus pour une SCSP qui veut, disons, déménager, ça se passe comment ? Ça découle directement de ce renvoi à l'LPA. D'abord, le gérant, le General Partner ou GP, va préparer un projet de transformation. C'est un document nécessaire, mais moins formel, moins normé que dans le régime spécial. Moins de paperasse donc. Moins de contraintes légales sur le contenu, oui. Mais la vraie étape clé, c'est l'approbation de ce projet par les associés. Et là, c'est l'LPA qui commande. Exactement. C'est la clause d'amendement de l'LPA qui va dire quel quorum est nécessaire. Est-ce qu'il faut une majorité simple des parts des Limited Partners, les LPs, une majorité qualifiée, genre 75%, ou même l'unanimité? Tout dépend de ce qui a été négocié et écrit. Une fois que cette majorité, définie dans l'LPA, est atteinte. Alors, cette décision doit être formellement constatée. Et ça se fait par un acte notarié ici au Luxembourg. Le notaire intervient à nouveau. Pour faire quoi exactement à ce stade ? Il va réaliser le contrôle de légalité de l'opération de sortie. Il vérifie que la procédure interne, celle prévue par l'LPA et la loi, a bien été suivie. Et, point important, on y reviendra, son contrôle inclut maintenant cette fameuse évaluation anti-abus. Et s'il donne son feu vert ? Si tout est en ordre, il délivre un certificat de légalité. C'est un peu le passeport pour sortir du Luxembourg. Et le déménagement effectif, il a lieu quand ? La SCCP disparaît du registre luxembourgeois à quel moment ? La transformation, juridiquement, elle ne prend effet qu'au moment où la nouvelle structure est bien enregistrée dans le pays d'accueil, selon les règles de ce pays. C'est seulement après avoir reçu la confirmation de cet enregistrement que la SSCP pourra être radiée du registre de commerce et des sociétés luxembourgeois. C'est très clair. Cet article 1061-3, qui renvoie à la modification de l'LPA, donne vraiment un rôle central au contrat. On pourrait presque dire que l'LPA devient la loi privée de la mobilité pour chaque SCP. C'est une excellente image, oui. Et ça a des implications stratégiques énormes. Ça veut dire que la rédaction de l'LPA et surtout sa négociation, bien avant d'imaginer une transformation, ça devient absolument crucial. Voilà. La clause d'amendement, en particulier, elle va prédéterminer en grande partie si une transformation est faisable, à quelle vitesse et même combien elle pourrait coûter en termes de processus interne. C'est comme si chaque fonds créait ses propres règles de mobilité sur mesure dans son LPA. Fascinant. Quels sont les points qui accrochent le plus souvent lors de la négociation de cette clause d'amendement en pensant à une éventuelle transformation future ? Le seuil de vote nécessaire est presque toujours le point central. Est-ce qu'une majorité simple des LP suffit ou faut-il une majorité qualifiée, disons 75%, voire plus, ou carrément l'unanimité ? Les intérêts ne sont pas toujours alignés. Justement, cette négociation entre le GP et les LP, comment vous percevez la dynamique actuelle, là, fin 2025 ? L'environnement a changé. Oui, on peut dire que l'environnement pour lever des fonds reste exigeant,
Ça a tendance à donner un peu plus de poids aux LP dans les négociations, surtout face à des gérants peut-être plus jeunes ou dont les fonds sont de taille plus modeste. Et puis, globalement, les investisseurs sont de plus en plus regardants sur la gouvernance, la transparence. Et comment ça se répercute sur la clause qui permettrait une transformation? Les LP essayent de mettre plus de verrous? Disons que les positions peuvent être différentes. Le GP, lui, va plutôt chercher la flexibilité. Il va argumenter pour un seuil de vote qui lui permette d'agir assez vite si une transformation devient stratégiquement intéressante pour le fonds. Pour être agile. Voilà, alors que les LP, eux, vont chercher à se protéger. Ils veulent éviter des changements qui pourraient être négatifs pour eux, que ce soit sur le plan fiscal, réglementaire. Ça dépend beaucoup de leur propre situation. Donc ils vont pousser pourquoi? Des seuils plus hauts? Oui, souvent des seuils de vote plus élevés, mais aussi ils peuvent demander des droits à l'information très détaillés avant qu'une décision soit prise, et parfois ils négocient des droits d'excuse. Des droits d'excuse. Qu'est-ce que c'est exactement? Le terme est un peu... Oui, ça peut sembler abstrait. Concrètement, si c'est prévu dans l'LPA, ça permettrait à un LP donné, sous des conditions très précises, de ne pas être obligé de suivre le mouvement si la transformation a lieu. Ah oui, par exemple... Par exemple, si la nouvelle juridiction où le fonds veut s'installer pose un problème réglementaire ou fiscal insoluble pour ce LP en particulier, ce droit pourrait lui permettre, selon ce qui a été négocié, soit de sortir du fonds avant, soit peut-être de rester dans une structure luxembourgeoise séparée. C'est une protection vraiment sur mesure. On voit bien avec tout ça les avantages que la SCSP conserve sous ce régime général. C'est beaucoup plus souple que leur régime spécial, non? Clairement, la procédure est dictée par le contrat, pas par des règles légales rigides. Il n'y a pas de délais légaux fixes qui pourraient tout ralentir. Les coûts sont sans doute mieux maîtrisés, c'est surtout des frais juridiques, notariaux. Et, point très important, on évite le risque de litiges coûteux liés aux droits de retrait des associés qui existent dans le régime spécial. Donc un régime à la carte qui colle bien à la logique contractuelle de ces partenariats. C'est tout à fait ça. Mais cette flexibilité, ça ne veut pas dire que les SSCP sont dans une bulle complètement à l'abri des tendances générales de régulation. On sent quand même une surveillance qui augmente, non? Tout à fait, vous mettez le doigt sur un point essentiel. On pourrait parler de flexibilité sous surveillance accrue. Il y a 2 évolutions récentes ou en cours qui le montrent bien. Lesquelles? Premièrement, il y a le projet de loi 8286. Il vise à moderniser le droit comptable au Luxembourg et une de ces mesures phares concerne justement les SSCP qui ne sont pas régulés par la CSSF, par exemple. Et qu'est-ce qui changerait pour elles? Le projet prévoit qu'elles devront déposer certaines informations comptables, ce qu'elles ne faisaient pas ou très peu jusqu'ici. A priori, il s'agirait de déposer leur balance des comptes annuels basée sur le plan comptable normalisé, le PCN. Ces informations deviendraient publiques. Ah non! C'est une nuance très importante. A priori, ces données ne seraient pas publiques. Elles seraient collectées par les autorités, surtout pour des raisons fiscales et statistiques. Mais, même si ce n'est pas public, c'est quand même un signal. Une volonté de réduire un peu l'opacité perçue de ces structures. D'accord. Moins d'opacité, même sans publication. Et la deuxième évolution? Elle concerne le rôle du notaire, dont on a déjà parlé. Le contrôle de légalité qu'il fait avant de donner le feu vert pour une sortie du Luxembourg, eh bien ce contrôle intègre maintenant de façon très claire une évaluation anti-abus. Et ça s'applique aussi au SCSP sous le régime général. Oui, absolument. Ça s'applique à toutes les opérations transfrontalières, quel que soit le régime. Et ça consiste en quoi, ce contrôle anti-abus? Qu'est-ce que le notaire va regarder? L'idée, c'est de vérifier que l'opération de mobilité n'est pas juste une façade, pas un montage artificiel fait pour échapper à la loi, pour léser les créanciers ou les associés, ou pire, pour des activités illicites comme le blanchiment ou l'évasion fiscale. Concrètement, il cherche quoi? Il va devoir évaluer s'il y a une vraie justification économique à l'opération. Par exemple, une SCSP qui se transforme et part s'installer dans un pays où elle n'aura aucune activité réelle, pas de bureau, pas d'employés, juste une boîte aux lettres, ça pourrait déclencher une alerte rouge. Le notaire pourrait refuser de délivrer le certificat. Ça va dans le sens des exigences internationales de l'OCDE, notamment sur la substance économique. Ces nouvelles exigences comptables d'un côté, anti-abus de l'autre, est-ce qu'elles ne risquent pas de freiner un peu l'utilisation de la SCSP, de la rendre moins attractive?
C'est toujours la question de l'équilibre, n'est-ce pas? Mais on peut aussi voir les choses autrement, en montrant que même ces véhicules les plus souples comme la SCSP respectent les standards internationaux de transparence et de lutte contre les abus, le Luxembourg renforce peut-être sa réputation sur le long terme. Une manière de consolider la crédibilité de la place. Exactement. Et d'ailleurs, les chiffres ne montrent pas de désaffection, au contraire. L'actif net géré rien que dans le private equity au Luxembourg fin 2023, c'était plus de 865 milliards d'euros. Et le nombre de SCSP continue d'augmenter fortement. Donc il semble que le cadre trouvé arrive à marier agilité et conformité d'une manière qui fonctionne. Très intéressant. Si on devait résumer les points vraiment essentiels de notre discussion sur cette nouvelle mobilité des SCSP. Je dirais qu'il y a 3 idées fortes. La première, c'est cette séparation voulue par la loi légère. Un régime spécial, assez lourd pour les sociétés de capitaux, et un régime général, plus flexible, préservé pour les sociétés de personnes, comme la SCSP. D'accord. Le choix stratégique du législateur. Deuxièmement, la conséquence directe pour la SCSP, c'est son contrat, l'LPA, qui devient la règle du jeu pour sa mobilité, ce qui rend la négociation initiale de cette LPA encore plus critique. L'LPA comme loi privée de la mobilité. Et troisième point? C'est que cette flexibilité n'est pas un chèque en blanc. Elle s'exerce maintenant dans un environnement de surveillance plus important, nouvelles attentes en matière de transparence comptable et ce contrôle anti-abus systématique par les notaires. La flexibilité sous surveillance. Bien résumé. Pour conclure, je dirais que cette loi du 17 février 2025 est assez habile. Elle arrive à intégrer les demandes d'harmonisation européenne là où c'était attendu, mais elle préserve en même temps ce qui fait la force du Luxembourg pour les fonds alternatifs, la liberté contractuelle et l'agilité de la SCSP. Bien comprendre les rouages de ce régime général, c'est devenu un vrai plus pour les professionnels du secteur. Et pour terminer, peut-être une petite question à méditer. Dans ce contexte où, d'un côté, on demande plus de transparence, et de l'autre, la mobilité est de plus en plus définie par le contrat lui-même, par l'LPA. Est-ce que la clé du succès pour un fonds de main, ce ne sera pas moins le choix de la structure juridique au départ, que la capacité à bien négocier et ensuite à faire évoluer ses règles internes, son LPA, pour s'adapter aux attentes des investisseurs et des régulateurs? C'est une piste. Merci de nous avoir écoutés. Pour soutenir notre travail, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast où une note 5 étoiles nous aiderait beaucoup, et sur notre chaîne YouTube Rigor Media. Vos commentaires et suggestions y sont les bienvenus. Retrouvez le lien vers notre podcast en anglais dans la description. À bientôt sur le Luxembourg Funcast. Ce podcast inclut du contenu créé à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations fournies ne constituent pas des conseils financiers, d'investissement ou juridiques. Vous êtes invités à vérifier les informations de manière indépendante et à consulter des professionnels qualifiés pour des conseils personnalisés.